Bon, d'abord, bienvenue à ce webinaire sur le call 20 de l'instrument de financement IMI. Donc, je suis Virginie Sivan, je travaille au ministère de la Recherche et je suis représentante au comité de programme santé et je fais partie du point de contact national santé. Donc, à côté de moi, Sophie Descamps, je lui laisse la parole. Bonjour, je suis la coordinatrice du point de contact national santé, je suis basée à l'INSERM. Voilà, alors l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous faire un point sur les appels IMI qui viennent de sortir. Alors l'agenda de ce webinaire qui va durer 1 heure, c'est d'une part de vous représenter le programme IMI rapidement, de vous lister les calls, mais très rapidement parce qu'en fait il y a des webinaires qui sont organisés par IMI et qui vous donneront le détail des calls de manière beaucoup plus fouillée que ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui. Nous allons ensuite faire une présentation pour vous donner des conseils sur le montage de projets pour ces appels-là. Et puis enfin, nous avons le plaisir d'accueillir lors de ce webinaire deux personnes qui sont également en ligne. Le docteur Sidonie Lavergne de Biofortis, et monsieur Éric Renard du CHU de Montpellier qui nous feront des témoignages à la fin de la première présentation. Donc merci pour leur présentation. On reviendra à eux après la première présentation. Alors je vous rappelle le principe du webinaire. En fait, vous pouvez poser des questions pendant la présentation via le chat et nous pourrons y répondre soit pendant que nous faisons la présentation ou alors nous y répondrons après si c'est des questions qui peuvent intéresser tout le monde. Alors on va démarrer par une présentation générale de IMI. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent parmi vous, mais c'est important de vous redonner des informations générales sur ce programme. Alors IMI, c'est un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l'EFPIA, qui est l'Association européenne des industries pharmaceutiques. Donc c'est un programme qui a un budget important de 3,3 milliards d'euros et qui va financer des projets de recherche. C'est des projets de recherche pré-compétitive, c'est-à-dire que c'est de la recherche qui permet aux industriels de travailler ensemble lorsque on n'arrive pas dans des champs qui sont compétitifs. Donc c'est un programme qui va lancer des appels à projets qui, eux, seront compétitifs, bien sûr, pour pouvoir bénéficier de financement. Alors les objectifs de ce partenariat, les objectifs de ce partenariat sont d'une part d'améliorer les process de développement des médicaments, de développer les biomarqueurs pour le diagnostic et le traitement, d'arriver à des preuves de concept clinique pour un certain nombre de maladies, pour les maladies comme le cancer, les maladies immuno-respiratoires, neuro et les maladies neurodégénératives. Mais aussi d'augmenter le taux de succès des essais cliniques pour les maladies qui sont priorisées par le WHO, de développer également des nouvelles thérapies pour les maladies pour lesquelles on n'a pas encore de traitement, et puis enfin de réduire le taux d'attrition des candidats à vaccins. Donc, vous voyez, c'est un programme très large. Sur la diapositive suivante, vous allez voir que IMI a mis en place un agenda stratégique de recherche avec un certain nombre de priorités thématiques. Donc vous voyez, encore une fois, le scope est très large. Et IMI a déjà financé un certain nombre de projets. Donc vous voyez juste en dessous, principalement dans le domaine des maladies infectieuses, mais vous voyez aussi beaucoup sur les maladies neurodégénératives. Et vous voyez tout ce qui a déjà été financé jusqu'à présent. Alors, comment fonctionne ce programme? Alors, contrairement aux autres programmes d'Horizon 2020,
on n'a pas un programme de travail biannuel, mais on a des appels qui sont lancés au fil de l'eau et en général, il y a 2 appels par an qui sont ouverts. Les appels sont prépubliés en général 2 à 3 mois avant le lancement officiel de l'appel à projet, si bien qu'on a quand même les appels en avance de phase. Et lorsque l'appel est publié, en fait, contrairement aux appels à projets classiques dont vous avez l'habitude dans Horizon 2020, on n'a pas une page d'appel, mais on a un appel qui est très détaillé avec tous les work programmes qui sont indiqués et est indiqué également dans l'appel à projet ce qui va être demandé, enfin ce qui sera fait par les industriels et ce qui sera fait par les autres partenaires. Donc, encore une fois, des appels très détaillés. Alors, comment ça fonctionne le process de lancement de ces appels à projets. Donc, d'abord, il y a eu la définition des appels à projets que je ne détaillerai pas parce que donc, notre prochaine intervenante, Sidonie Laverne, vous donnera des informations sur ce process de définition des appels à projets. Mais pour faire simple, les industriels, enfin, il y a un certain nombre de groupes qui impliquent des industriels, des experts et la Commission européenne qui vont discuter et lancer des appels à projets. Donc, principalement, on a des appels en 2 étapes. Donc, une fois que l'appel est lancé, en fait, il faut qu'un consortium se mette en place et réponde à cet appel à projet. Mais dans ce consortium, il ne faut pas qu'il y ait d'industriels. C'est un consortium qui va être constitué de tous les partenaires qui sont importants pour répondre à cet appel, mais donc les partenaires académiques, les hospitaliers, les PME, les associations de patients, etc. Donc, un consortium hors industriel donc, qui va postuler. Les consortiums qui auront postulé seront évalués. Et là, un seul consortium sera retenu. Et ce consortium devra travailler avec les industriels qui ont lancé l'appel à projet pour écrire la deuxième étape, donc le projet complet pour répondre à l'appel. Et ce projet complet sera à nouveau soumis lors de la deuxième étape qui sera lui aussi évalué. Et s'il est retenu, la plupart du temps il est retenu parce qu'il y a un seul projet qui est évalué, mais il arrive parfois que le projet ne soit pas retenu. Et bien si le projet est retenu, dans ce cas-là, il est financé. Voilà, donc ça c'est le principe de lancement et de réponse à ces appels à projets. Alors aujourd'hui, donc il y a l'appel 20 qui vient de sortir. Donc il avait été prépublié fin octobre, donc ça fait déjà 3 mois qu'on a les informations sur cet appel. Et là, donc il y a les topics définitifs qui viennent d'être publiés. Alors, vous voyez que le budget pour cet appel est important, hein, 273 millions d'euros, dont 133 millions qui sont apportés par la Commission européenne. Donc l'ouverture de l'appel, c'était le 21 janvier. Ce qui est important à retenir, c'est la date limite de soumission de la première étape, le 21 avril. Et la date limite de soumission à la deuxième étape, ce sera le 5 novembre. Alors, vous avez listé ci-dessous l'ensemble des topics. Alors, vous verrez qu'il y a un topic qui était présent dans les appels qui avaient été publiés, qui avaient été prépubliés, qui ne se retrouve plus en fait dans la liste des topics. C'était sur les biopsies liquides. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le pourquoi du retrait de ce topic-là. On essaiera d'avoir plus d'informations la semaine prochaine, puisqu'on a une réunion avec INI. Donc, la liste des topics qui sont retenus et qui sont aujourd'hui publiés. On a 2 topics sur le cancer, un topic sur l'arthrite psoriasidique, un topic sur les vaccins, un topic sur la tuberculose et un topic sur la stabilité des molécules thérapeutiques. Ce qui est important, c'est que pour chacun de ces topics, vous avez des webinaires qui sont organisés par INI.
donc des webinaires au cours duquel vous avez la présentation de l'appel à projet. Donc tous ces webinaires ont déjà eu lieu, mais vous pouvez les retrouver. Donc on vous a mis les liens sur les diapositives suivantes que je vais passer, assez rapidement parce que l'idée c'est pas de vous décrire les topics, mais vous voyez on a fait une diapositive pour chacun des topics sur laquelle vous avez le budget par topic et vous avez le lien vers le webinaire. Et donc, ça vous permettra, tous les webinaires sont enregistrés, donc vous pourrez les regarder quand vous avez le temps. Donc, je ne vais pas revenir sur le sujet de tous ces appels à projets. Ce qui est important, c'est de regarder les budgets. Les budgets sont très variables, en fait, en fonction des appels. Ils peuvent aller de 3 millions à 180 millions d'euros par topic, donc il y a des variations extrêmement importantes. Donc très rapidement, donc je vous ai dit qu'il y avait un topic sur l'arthrite psoriasique. Ensuite, le deuxième appel à projet, c'est sur les vaccins. Donc c'est développer des innovations pour accélérer et dérisquer le développement des vaccins. Donc là, on a un topic, vous voyez, le budget est de près de 20 millions d'euros. Donc il est de 40 millions d'euros au total. Et pareil, vous avez accès au webinaire. Le troisième topic, c'est sur le développement et la mise en œuvre d'essais cliniques pour trouver des traitements plus courts et plus efficaces pour la tuberculose. Donc c'est ce topic sur lequel on a un budget très important, 180 millions d'euros. Ensuite, le topic numéro 4, c'est sur la tumor plasticity, donc c'est la caractérisation biologique des cellules qui résistent au traitement anti-cancer. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser les techniques de séquençage de la cellule unique pour mieux comprendre en fait ces processus de résistance. Le topic 5, donc là c'est aussi un appel sur le cancer. C'est donc un appel sur la protonthérapie. Et enfin, le dernier topic, c'est un topic dans l'objectif de regarder de faire des études de stabilité des protéines lors de toutes les étapes de manipulation des protéines thérapeutiques, lors de la préparation, le transport ou l'administration de ces molécules. Et donc pareil, là vous avez toujours le budget et vous avez le lien vers le webinaire qui vous permet d'avoir toutes les informations sur le topic. Sur cette slide-là, donc n'oubliez pas les deadlines de ces appels qui sont importantes. Donc la deadline pour ces appels à projets, c'est le 21 avril. Alors il est prévu que INI lance 2 calls supplémentaires, le call 21 et le call 22. Et ici, vous avez la liste des thématiques qui sont en réflexion aujourd'hui pour alimenter ces 2 appels à projets. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça, donc je vous laisse cette liste. On devrait avoir une prépublication des appels en mars, vraisemblablement, pour un lancement officiel le 23 juin. Voilà, donc là, on a terminé avec les appels à projets. Je vais vous donner quelques pistes et quelques conseils pour le montage de ces projets IMI, qui sont des projets un peu particuliers, puisque comme je vous le disais, ce ne sont pas pour répondre à ces appels à projets, vous avez un appel qui est beaucoup plus précis en fait que les appels des autres programmes Horizon 2020. Alors d'abord, ce qui est extrêmement important en fait pour monter un projet IMI, mais c'est la même chose pour tous les appels à projets européens, c'est d'anticiper sa participation. Donc pensez le plus tôt possible, anticiper le plus tôt possible en fait sa participation à l'appel. Donc encore une fois,
il ne faut pas attendre la publication officielle des appels. Donc, vu que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les appels sont prépubliés 3 mois avant la publication officielle. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se mettre en route pour identifier un consortium en cours de montage ou pour commencer à monter son consortium. Vous avez la possibilité aussi de suivre toute l'actualité de INI sur le site Twitter. Ce qui est très bien aussi, il y a un groupe LinkedIn INI qui donne des informations sur INI et sur lesquelles les participants potentiels à ces projets se connectent et interagissent. Donc, ça peut être intéressant de vous inscrire sur ce groupe-là. Et puis, je vous conseille également de vous abonner à la newsletter mensuelle INI. Comme ça, vous avez en direct les dates de publication des appels. Donc, ce qui est également très important, c'est de s'informer sur les appels, évidemment. Hein, donc, participation aux infodés qui sont organisés, participer aux événements INI. Donc là, on vous a mis le lien vers les événements INI. En général, il y a un stakeholder forum qui a lieu tous les ans. Donc, ça peut être très bénéfique d'y participer parce que vous rencontrez sur place un certain nombre de personnes qui sont intéressées par ces projets et qui peuvent devenir vos partenaires dans des projets futurs. Et puis, ce qui est également très important, c'est de participer, si vous êtes intéressé par un call en particulier, c'est de participer aux webinaires qui sont organisés par INI. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour chacun des appels, vous avez un webinaire qui vous donne toutes les infos sur le call. Alors, ensuite, quelques conseils pour trouver des partenaires. Donc, comme pour tous les appels à projets, le plus important, c'est de contacter votre réseau, savoir si vos partenaires habituels comptent se lancer dans un projet INI. Ça, c'est vraiment important, on le répète toujours, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à, à écrire et puis à poser des questions parce qu'en fait, les personnes avec qui vous travaillez d'habitude ne vont pas forcément vous indiquer qu'elles participent à un projet. Donc, c'est toujours important de poser les questions. Ce qui est important aussi d'utiliser les réseaux sociaux, donc déjà dit tout à l'heure, hein, le groupe LinkedIn. Vous pouvez également identifier les spécialistes qui travaillent dans le domaine de l'appel. Et puis, vous pouvez évidemment profiter des conférences scientifiques auxquelles vous assistez pour prendre des contacts pour des futurs projets INI. Pour identifier des PME, il existe un réseau qui s'appelle le réseau EEN, Enterprise Europe Network. Donc, c'est un réseau européen qui a une base de données de toutes les PME et donc il peut vous aider à identifier des PME si vous en avez besoin dans votre consortium. Alors, ce qui est également important en fait quand vous participez au webinaire INI, c'est que vous avez la liste des personnes qui ont assisté à ce webinaire. Et donc, forcément, dans cette liste de participants, vous avez des personnes qui sont en train de monter ou qui veulent être partenaires d'un projet INI. Donc, ça vous donne également des contacts supplémentaires que vous pouvez utiliser pour trouver un consortium en cours de montage. Alors, une autre astuce, en fait, pour identifier des consortiums en cours de montage, c'est de regarder en fait dans les projets qui sont dans les appels à projets. Les appels à projets font souvent référence à des projets qui ont déjà été financés. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder les coordinateurs ou les partenaires de ces projets déjà financés, avec lesquels INI demande à ce qu'il y ait des collaborations. Regardez la liste des partenaires et dans ce cas-là, les contacter parce que la plupart du temps, en fait, ces partenaires repartent lorsqu'il y a des thématiques qui sont dans leur champ de compétences. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les projets qui ont déjà été financés sur la thématique.
Et donc là, vous avez accès aux projets sur le site INI. Vous avez la liste des projets qui ont été financés par INI dans le passé. Vous pouvez également utiliser des plateformes de recherche de partenaires. Alors là, vous avez des exemples de deux plateformes. Donc il y a le portail du participant, sur lequel vous pouvez publier une fiche décrivant le profil de votre laboratoire et votre intérêt pour la thématique. Et cette fiche est publiée en face de l'appel à projet, donc ça permet d'être très visible. Et puis il y a également une plateforme de recherche de partenaires spécifiques INI qui a été mise en place par le PCN allemand et donc qui est disponible sur l'adresse qui est sur la diapositive. Et c'est le même principe, hein, vous publiez votre fiche d'identité. Voilà, alors il y a un appel à projet ANR qui s'appelle MRSEI qui peut vous aider pour le financement du montage de votre projet si vous souhaitez coordonner. Donc c'est un appel à projet qui vous permet d'obtenir un financement de 30 kg pour 2 ans. Et ce financement va couvrir les frais de fonctionnement. Il ne va pas du tout couvrir des travaux de recherche, mais par contre, vous pouvez financer des missions, l'organisation de réunions. Donc c'est vraiment très efficace et lorsque vous montez un projet et que vous voulez inviter vos partenaires, c'est toujours important d'avoir au moins une réunion physique avec vos partenaires avant de déposer votre projet. Donc c'est une aide qui est précieuse, donc qui est proposée par l'ANR. La prochaine deadline pour cet appel à projet, c'est le 21 février. Il y a un taux de succès qui est très important, qui est de l'ordre de 50%. Et c'est un dossier qui est très court, c'est 3-4 pages. Donc je vous encourage vraiment à postuler pour obtenir cette enveloppe d'aide à la coordination. Et enfin, où vous pouvez trouver de l'aide, donc d'abord au sein de votre cellule Europe, hein, c'est la première porte à laquelle il faut frapper, qui va pouvoir vous aider et puis vous orienter pour vous aider à monter le projet. Vous avez le lien vers l'infodesk d'INI et puis sinon vous pouvez contacter aussi le PCN. Donc là vous avez la liste du consortium du PCN avec l'adresse générique et le lien vers le site du MESRI, du ministère de la Recherche. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Non, pas de questions. Donc s'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant via le chat. Sinon, vous pouvez les poser tout au long jusqu'à la fin de la réunion. Donc je passe la parole à Sophie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien là? J'ai récupéré le micro. J'espère que ça marche. Donc je voudrais encore une fois remercier Sidonie Laverne et Eric Renard donc, qui vont témoigner tous les deux de leur expérience dans les projets INI. Donc on va commencer par Sidonie qui est donc Research Partnership Manager au sein de Biofortis Merlin NutriScience. Est-ce que je peux passer les slides? Non. Oui, donc on avait fait Virginie a expliqué tout à l'heure que les appels à projets étaient initiés donc par les industriels, enfin initiés, décidés et écrits, au sein des Scientific Governing Group. Donc je vais laisser la parole à Sidonie Laverne, qui pourra nous en dire un peu plus sur ces groupes car elle fait partie d'un ou plusieurs SGG, pardon, c'est compliqué à dire. Sidonie, est-ce qu'on vous entend pas? Bonjour à tous, vous m'entendez correctement? Nous, oui, mais oui, apparemment, oui. Avec un écho. Ah. Oui, c'est à cause de nous. Alors attendez, je vais baisser le son. Je pense que c'est à cause de nous. Ça fait le son et ça repart dans le micro. Ouais.
Là, ça devrait marcher normalement. C'est nous qui avons coupé notre micro. On vous laisse la parole. Très bien. Bonjour à tous. Donc, comme indiqué, je suis responsable de la recherche collaborative chez Biofortis Mérieux Nutrisciences, qui est la CRO clinique du groupe Mérieux, qui est CRO clinique spécialisée dans le microbiote. Donc, les études cliniques qui incluent la caractérisation du microbiote. Depuis 2 ans, j'ai eu l'opportunité de siéger sur plusieurs SGG et j'ai aussi participé au montage de certains appels à projets du côté industriel. Donc, je vais essayer de partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je voulais vous montrer le site IMI dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, quand vous allez sur le site IMI lui-même, cela ressemble à cela. Et je vais vous montrer certains points clés. Donc, là, si vous allez cliquer sur About IMI, vous verrez sur la droite, je l'ai entouré l'onglet sur les Strategic Governing Groups. Si vous cliquez sur cet onglet, vous arrivez sur cette page où on vous explique donc que les SGG, c'est Strategic Governing Group, quels sont leurs rôles au sein de l'IMI. Et puis, plus bas sur la page, on vous montre les différentes SGG qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on a la SGG immunologie, la SGG sur le diabète et les désordres métaboliques, la SGG sur la neurodégénération, la SGG sur Translational Safety, SGG sur les maladies infectieuses, la SGG oncologie et plus récemment une SGG transversale sur la santé digitale et les études centrées sur les patients a été créée. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de travailler très intensément pendant 2 ans avec la SGG oncologie. Et depuis l'année dernière, je travaille aussi avec la SGG Neuro. Et j'ai eu l'occasion d'interagir avec la SGG immunologie et la SGG des maladies métaboliques et celle de la santé digitale, mais de façon plus ponctuelle. Mais ça m'a permis de voir comment les activités comparaient. Si vous cliquez sur l'une de ces SGG sur le site, on va vous expliquer en détail un peu plus cette SGG et quels sont ses centres d'intérêt. On va aussi vous donner le nom de la compagnie pharmaceutique qui en est le leader, ainsi que ses co-leaders. Et on va vous donner les personnes à contacter au sein de l'IMI ou au sein des compagnies FPIA pour pouvoir être mis en contact avec les efforts de ces SGG en particulier. Donc, c'est l'un des points qui peut être intéressant. Donc là, je vous donne l'exemple de la SGG oncologie. Et ici, je vous montre la SGG neuro. Donc, faites bien attention. Les leaders et co-leaders en termes de compagnie ne sont pas toujours mis à jour. Par contre, au niveau des personnes à contacter, généralement, c'est assez précis. Et si vous contactez la personne indiquée et que cette personne n'a plus cette fonction, au moment où vous la contactez, elle pourra vous aiguiller vers la personne qui la remplace. Donc ensuite, sur le site IMI, si maintenant vous allez sur l'onglet Apply for Funding, vous allez trouver justement le Future Topics. Donc juste en dessous de Apply for Funding, vous voyez les calls qui sont ouverts, dont certains ont déjà commencé. Là, par exemple, il y a le call 20 parce que les webinars ont commencé pour annoncer ces calls. Et je voulais parler plus précisément du Future Topic parce que vous avez peut-être moins l'habitude de celui-ci. Donc, quand vous allez sur cet onglet-là, donc là où on vous parle des différents calls qui sont envisagés pour les futurs topics au sein des différentes SGG. Ce que j'ai voulu mettre en valeur, c'est ce petit lien au milieu de la page qui va vous emmener en fait vers les abstracts des calls qui sont, dont on vous donne juste le titre en dessous. Si vous cliquez sur les titres, il ne va rien se passer. En fait, il faut aller chercher l'information au niveau du PDF, qui est donc, dont le lien est au milieu de la page. Et là, vous allez tomber sur un PDF qui ressemble à celui-ci et où on vous donne en fait l'abstract qui est quand même assez détaillé sur chacun des calls qui sont en discussion à ce moment-là
au sein des différentes SGG et qui sont suffisamment matures pour que en fait, les SGG considèrent qu'ils ont une grande chance d'aboutir et d'être annoncés. Donc, sachant qu'une fois qu'ils sont annoncés, vous n'aurez que 3 mois pour pouvoir monter votre dossier, c'est vrai que de surveiller cet onglet sur les futurs topics vous permet d'avoir de l'avance. Par contre, comme on vous l'a indiqué, il est possible qu'un futur topic soit abandonné avant l'annonce. Et dans ces cas-là, le topic n'aura pas lieu, il n'y aura pas d'appel. Donc, on m'a demandé de parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue et de ce à quoi ça ressemble quand on est du côté du consortium industriel. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que l'un des représentants d'une compagnie au sein de la SGG va amener sur la table un sujet qui est très stratégique pour cette compagnie et que la compagnie a envie d'appréhender de façon pré-compétitive avec la collaboration des autres compagnies pharmaceutiques et avec la collaboration ultimement des secteurs académiques et des PME ou d'associations. Donc, la problématique qui se pose quand on est l'industriel qui a proposé un sujet et qui a soulevé un certain intérêt, après, c'est de savoir qui contacter au sein des différentes FPA. Donc, autour de la table, à la SGG, on va avoir 1 ou 2 représentants de différentes compagnies pharmaceutiques. Par contre, pour le col, le projet lui-même qui nous intéresse, ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui sont les personnes les plus intéressées par cet effort de recherche ou qui auront le pouvoir de décider si oui ou non la compagnie pharmaceutique va soutenir le projet. Et donc, avec de grandes compagnies pharmaceutiques qui ont des sites internationaux, c'est parfois très compliqué de réussir à identifier la personne qui est intéressée par ce sujet-là, parce que ce n'est pas forcément le cas de représentant qui est autour de la table. Et après, pour cette personne, de pouvoir identifier qui dans sa hiérarchie aura le pouvoir de dire oui ou non. En effet, si la compagnie est intéressée, la compagnie va devoir mettre sur la table de l'in-kind ou alors du cash. De l'in-kind, ça va être des efforts humains ou des logiciels ou des échantillons. Et donc, il faudra avoir la confirmation officielle au niveau hiérarchique que oui, la compagnie pharmaceutique autorise la participation et avec quels moyens financiers. Ensuite, il faut aussi écrire le call. Donc, le topic text que vous voyez, les abstracts, ont été écrits par les scientifiques des différents représentants du consortium industriel. Ça prend du temps. Vous imaginez que s'il y a par exemple 6 compagnies pharmaceutiques qui sont intéressées par le call, il va y avoir entre 1 et 3 personnes dans cette compagnie pharmaceutique qui vont participer à l'élaboration du topic text. Donc, il faut réussir à coordonner tous ces efforts. Aussi, en ce qui concerne l'in-kind, je ne sais pas si vous réalisez, mais par exemple, imaginons qu'une compagnie pharmaceutique veut donner accès à des échantillons. Les seules choses que la compagnie pharmaceutique peut déclarer en in-kind sont des choses qui vont voir le jour pendant le projet. Donc, si les échantillons que la compagnie pharmaceutique veut proposer au consortium applicant sont des échantillons qui ont été collectés avant le lancement du projet, dans ces cas-là, la compagnie pharmaceutique n'a le droit de représenter en in-kind que ce qui va se passer par rapport à la mise à disposition de ces échantillons pendant le projet. Donc la valeur elle-même, le coût d'avoir généré ces échantillons ne sera pas représenté dans l'in-kind, ce qui peut parfois être difficile parce que, par exemple, si ça a coûté l'équivalent d'1 million de dollars de générer ces échantillons, mais que ça a été fait avant le projet, la seule chose que la compagnie pourra déclarer en in-kind, c'est le coût que ça va lui coûter de mettre à disposition les échantillons, qui pourraient ne représenter que quelques dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est aussi une difficulté quand il faut préparer l'in-kind du côté industriel, parce que plus les compagnies mettent l'in-kind sur la table, et plus l'IMI apportera des euros au consortium applicant pour pouvoir réaliser le projet. Donc, pour les futurs topics dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux PDF avec les abstracts,
faites bien attention parce qu'au-delà du fait qu'il pourrait y avoir un abstract pour un futur topic qui ne va pas aboutir, qui ne sera pas lancé, les abstracts ne sont pas toujours à jour non plus. Entre le moment où le consortium industriel décide de créer un projet et le moment où le projet va être lancé, le projet va avoir évolué. L'abstract, lui, est publié très en amont pour pouvoir justement vous permettre de vous préparer à l'avance et de ne pas avoir que 3 mois pour monter votre dossier. Par contre, ça veut dire que l'abstract qui est sur le PDF ne correspond pas toujours à ce que le projet est devenu au fur et à mesure de sa création. Donc, n'hésitez pas à contacter l'INI pour avoir des renseignements. En effet, les industriels du consortium n'ont pas le droit de parler à des applicants potentiels. Si les applicants potentiels se trouvent à discuter du projet avec les industriels, ils perdent leur éligibilité. Donc, il faut bien faire attention. Les discussions entre les applicants et l'INI doivent rester strictement avec les représentants de l'INI et ne doivent pas se faire avec les partenaires FPIA. Ensuite, pour rappel, parce que des fois des personnes ont des doutes, les industriels du consortium industriel ne sélectionnent pas le consortium applicant. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Les experts sont des experts indépendants. C'est aussi ce qui rend leur travail difficile parce qu'ils vont devoir évaluer le match entre les dossiers des applicants et le call qu'ont créé les industriels seulement sur la base des documents écrits par les industriels. Avant l'évaluation, l'INI va organiser un webinar avec les experts et les industriels n'auront pas le droit de parler aux experts, ne connaîtront d'ailleurs pas leur identité. Donc, les questions des experts devront passer par l'intermédiaire de l'INI. Donc, tout est très bien régulé et pour qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts. Soyez rassurés. Donc, voici pour les points essentiels que je voulais présenter aujourd'hui rapidement. Merci beaucoup Sidonie. Nous, on a eu quelques soucis ça coupait un petit peu, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Moi, j'en ai peut-être une avant qu'on passe à Monsieur Renard. Donc, vous expliquez que donc, les industriels ne doivent pas être en contact avec les académiques pendant le processus, on peut bien comprendre. Mais cependant, vous, quand vous identifiez donc, une thématique que vous voulez soumettre à l'UNI et que vous écrivez le topic, est-ce que quand même vous n'avez pas une idée en fait des potentiels académiques applicants ou PME hors FPA avec lesquels vous seriez intéressé de travailler? Et dans ce cas, est-ce que vous échangez avec eux ou vous collaborez déjà avec eux dans des projets préexistants au projet INI, etc. Je ne sais pas si ma question est très claire. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Donc, non, pendant la préparation du call, on ne va pas entrer en contact avec les académiques. On n'a pas le droit. Donc, la seule chose qui peut se passer, c'est qu'une fois que le topic est annoncé en tant que futur topic sur le site INI, la seule chose qu'on peut faire, si on connaît des académiques ou des startups ou des associations qui pourraient être intéressées, c'est leur faire remarquer qu'il y a un call dont l'abstract vient d'être ajouté au futur topic sur le site INI qui pourrait les intéresser. Et que s'ils ont des questions sur ce call, il faut qu'ils contactent les bureaux de l'INI directement. C'est la seule chose qu'on ait le droit de faire. D'accord, bah c'est très clair. C'est bien, c'est vrai que ça assure une transparence nécessaire. S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, on va passer au témoignage de Monsieur Renard. Je vois que votre micro n'est pas encore activé. Donc, si vous pouviez l'activer. Donc, Monsieur Renard est professeur au CHU de Montpellier et il est participant dans un projet INI, donc côté académique.
Et donc la première question qu'on voulait vous poser, c'était pourquoi vous participez à un projet unique, quel est votre intérêt? Les projets IMI sont intéressants essentiellement parce que ça va permettre d'adresser une question importante dans un domaine pathologique. Bon, moi, je suis diabétologue, qui serait difficile à adresser par un ou quelques investigateurs. Là, il y a bien sûr un panorama européen et donc ça permet effectivement d'avoir une masse critique de personnes, chercheurs qui vont s'intéresser à la question. C'est l'intérêt principal. C'est aussi la possibilité d'affronter des sujets qui sont en lien directement avec les développements diagnostiques ou thérapeutiques, donc de collaborer avec des industriels. Et donc, ça veut dire que la recherche qu'on va faire va avoir une finalité pratique, puisque ça va favoriser donc son transfert dans les soins. Donc c'est surtout ça l'attrait du projet IMI, à la fois la possibilité d'avoir un projet de recherche de grande ampleur avec beaucoup de participants au sein d'un consortium, et puis l'applicabilité de ce qu'on va trouver. Très bien, merci. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu la question qui est sur toutes les lèvres, c'est comment on fait pour intégrer un consortium. Donc Virginie a tout à l'heure donné quelques pistes. Et si je ne me trompe pas, vous êtes vous-même participant, partenaire d'un projet. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à intégrer ce projet et un peu l'histoire du consortium? Oui, donc bon, j'ai déjà fait plusieurs projets européens dans le FP7, et puis là, donc je participe effectivement à un projet IMI qui s'appelle HypoResolve, hein, dont le sujet c'est l'hypoglycémie dans le diabète. Euh, En fait, la clé, c'est que le consortium soit en quelque sorte naturel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse déjà partie d'un réseau de personnes qui travaillent sur le même sujet. On se connaît tous plus ou moins, on connaît la qualité des publications des uns et des autres. Et moi, personnellement, j'ai été approché par celui qui est coordonnateur, qui est une université aux Pays-Bas, qui avait suivi nos travaux sur les pompes à insuline, sur la mesure continue du glucose, le pancréas artificiel, à travers notamment un projet européen important auquel on avait participé. Et donc, il y avait une reconnaissance de notre expertise sur le sujet. Euh, je pense que c'est très difficile pour un individuel qui a une idée ou une envie, s'il n'est pas inséré déjà dans un réseau de personnes qui travaillent sur le même sujet ou qui ont le même intérêt, de créer un consortium. Donc c'est vrai que pour entrer dans ces projets, il faut déjà être intégré en quelque sorte dans un topic de recherche où on a fait ses preuves. Euh, c'est ce qui permet d'être contacté pour sa propre expertise. Allô? Allô? Oui. Oui. Allô? Désolée, notre micro avait été coupé. Je disais, ça confirme un peu le message principal quand on dit qu'il faut vraiment utiliser son réseau direct. C'est vrai que ça paraît trivial, mais en fait, dans la pratique, comme vous venez de dire, c'est ce qui est le plus simple en fait pour monter rapidement, être réactif pour répondre à un appel à projet et avoir un consortium pertinent. Oui, on peut bien sûr afficher son équipe sur le portail de l'Europe, hein, puisque nous on l'avait fait il y a quelques années, et j'ai été déjà contacté par d'autres universités que je ne connaissais pas, qui avaient vu mon profil et qui m'avaient proposé de rentrer dans leur consortium. Euh, enfin, la voie royale, je dirais, c'est quand même de faire partie déjà d'un réseau de personnes qui se connaissent et qui ont envie de travailler sur le même sujet parce qu'elles ont déjà travaillé sur ce sujet de façon plus ou moins distante, quoi. Donc c'est très très difficile d'attendre d'être appelé. On peut ne jamais être appelé, même si on a affiché son profil. Oui, en effet, c'est un outil supplémentaire, mais qui du coup, vous confirmez. Oui, allô? Ah, je crois qu'il a J'avais un été commentaire déconnecté. sur cette problématique. Oui, oui, allez-y. En attendant que le docteur Renard se reconnecte. Oui,
Oui, Oui, allez-y. allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Euh, C'était pour souligner l'importance de la cohérence du consortium applicant. Euh, et comment dire, la plupart des académiques qui vont proposer un dossier sont des experts dans leur domaine. Et donc, la pertinence scientifique, comment dire, aura probablement un très bon score par les experts. Mais l'une des autres choses que les experts vont noter, c'est la cohérence du consortium pour évaluer la probabilité que ce consortium puisse fonctionner de façon collaborative et efficace avec l'INI et quel serait aussi son futur potentiel si jamais il devait y avoir un projet qui suivrait. Et donc les critères de cohérence et de cohésion au sein du consortium applicant sont aussi très importants pour l'école INI. Parfait, ouais, ça en effet c'est valable de toute façon pour tous les projets collaboratifs de manière générale. C'est aussi un moyen d'éviter le risque, disons, humain, et qu'on est sûr que le projet va vraiment mener à quelque chose parce que les partenaires ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Et du coup, je voulais revenir quand même sur toutefois la pertinence quand même d'afficher son expertise sur les plateformes, même si en effet, comme l'a dit Monsieur Renard, il ne faut pas attendre d'être appelé. Si on a une expertise particulière qui ne se retrouve pas forcément partout en Europe, du coup, ça peut être intéressant d'afficher parce que potentiellement, vous pouvez être contacté via ces plateformes, mais en effet, ça ne reste pas la voie principale. Je ne sais pas si Monsieur Renard a réussi à se reconnecter. Non, je crois qu'on l'a perdu. Si, ça y est. Donc, je vais le remettre en participant pour lui redonner le micro. Voilà. Donc, du coup, ma prochaine question, le temps que votre micro se réactive, c'est dans ce projet IMI en particulier, quels sont les bénéfices que vous retirez de ce projet? Et peut-être si c'est pertinent, est-ce qu'il y a des, des liens, enfin des bénéfices par rapport à la participation avec des industriels que vous voulez souligner ou si juste en général les bénéfices d'un projet collaboratif européen. Donc votre micro ne marche. Ah si, ça y est. Allô? Oui, On vous entend. la connexion était. Désolé. Donc oui, le bénéfice de cette participation, donc bah, c'est comme je le disais un peu en introduction, c'est-à-dire que ça donne l'occasion à des équipes qui sont parfois peut-être un peu rivales, mais qui travaillent à un haut niveau sur le sujet, de travailler ensemble. Et donc c'est un véritable fourmillement d'idées, d'initiatives, de propositions. Ça permet vraiment des échanges de haut niveau sur le sujet et, comme je le disais, vraiment de traiter ensemble un sujet d'importance un peu stratégique pour une pathologie. C'est aussi l'occasion d'avoir des échanges directs avec les industriels pour voir quels sont leurs intérêts stratégiques et où et comment orienter notre recherche. Alors parfois c'est un peu à double tranchant parce que les industriels évidemment sont très attachés à ce qu'ils font et parfois on sent qu'il peut y avoir des rivalités, de la concurrence entre eux et il y a des idées qu'on aimerait bien exploiter qu'on ne peut pas, comme par exemple comparer différents dispositifs, par exemple faits par différents industriels du même consortium, où il y a ce qu'on appelle un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de refuser qu'on oriente la recherche dans telle direction parce qu'ils estiment que c'est préjudiciable à leur développement ou que ça va adresser un domaine concurrentiel qu'ils ne veulent pas qu'on adresse. Donc ça peut être une limite, hein. C'est-à-dire que c'est bien de travailler avec les industriels parce qu'on voit bien l'applicabilité, mais parfois on est un peu bridé parce qu'il y a des domaines chasse gardée où on ne peut pas aller. Mais au niveau académique, c'est extrêmement fructueux parce qu'il y a vraiment des échanges d'idées et c'est très stimulant sur le plan intellectuel.
Si j'ai bien compris, vous avez été impliqué à la fois dans des projets européens hors IMI et des projets IMI. Est-ce que vous voyez une différence entre ces deux types de projets ou pour vous, ça reste des projets européens et le bénéfice que vous en tirez est le même? Alors c'est un peu bon sur le plan scientifique, les projets européens d'une manière générale offrent cette possibilité, grâce à des bons financements, de faire des recherches collaboratives de haut niveau. Par contre, j'en ai fait plusieurs et certains, une fois que le projet scientifique est terminé, ben, ça s'arrête là. C'est-à-dire que même si dans les consortiums il y avait des industriels ou des startups, bien, en fait, s'il n'y a pas de relais qui est pris pour le développement industriel et donc vers l'application en médecine, eh bien, la science n'est pas perdue, mais par contre, il n'y a pas le deuxième, le relais qui est le développement véritablement de produits qui vont aller sur le marché. On peut penser qu'un projet IMI, ça va par contre, on ne va pas être face à cet obstacle parce que là, par nature, par essence, l'applicabilité a été validée d'emblée. Et c'est ce que je trouve original dans ce dispositif, c'est que justement, on a pratiquement une garantie que ce qu'on fait, ça va pas être que de la science, mais ça va avoir un retentissement pour les soins des malades, bien sûr, économique aussi pour les différents industriels. Donc, c'est la différence, hein. J'ai fait des projets européens non IMI, certains ont été couronnés de succès et ont débouché sur des applications industrielles, mais d'autres se sont arrêtés à la composante scientifique. Très bien, merci. Et du coup, peut-être pour terminer, si en plus de tout ce que vous avez déjà dit, à la fois, d'ailleurs, ça s'applique aussi la question à Sidonie qui avait un peu répondu, mais du coup, quel conseil vous pourriez donner à un chercheur qui souhaiterait participer ou lui-même coordonner un projet IMI? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous souhaitez ajouter ou vous avez fait le tour? Non, non, je pense qu'il faut, bon, déjà, il faut faire connaître ces projets parce que, bon, c'est très bien de faire des webinaires comme vous le faites parce que c'est très, très mal connu, hein. Les financements européens, ça paraît très compliqué, très complexe pour y accéder. En fait, lorsqu'on a eu un peu cette expérience, c'est au contraire un très bon schéma pour développer sa recherche. C'est très bien financé, c'est très cadré. Donc, je pense qu'il faut dire aux chercheurs, n'ayez pas peur de vous lancer de répondre aux appels européens parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échecs par rapport au nombre d'applications, mais par contre, quand on réussit à être dans un projet européen, c'est vraiment très, très stimulant pour plusieurs années. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Et puis, pour être couronné de succès, c'est sûr que l'expérience montre qu'il faut vraiment avoir un bon groupe de chercheurs qui ont envie de travailler ensemble. Donc, on peut pas faire ça tout seul, quoi. Faut faire appel à ses connaissances dans le réseau pour que ça marche bien. Mais par contre, faut pas avoir peur d'y aller, hein. Je pense que beaucoup de chercheurs se brident en disant, oh là là, ça va être compliqué, on va jamais y arriver, c'est très administratif. En fait, il faut voir que dans le montage des projets européens, on est très assisté par des sociétés qui sont expertes dans le domaine. Et finalement, la partie recherche, c'est vraiment ce qui nous intéresse et ce qu'on écrit par nous-mêmes. Mais tout l'enrobage peut être délégué en quelque sorte. En plus, bon, dans les hôpitaux, de plus en plus, dans les CHU, il y a des cellules Europe qui assistent avec un haut niveau de qualité professionnelle pour ça. Donc voilà, mon message principal, c'est n'hésitez pas, allez-y. C'est pas sûr que vous gagnerez, mais si vous gagnez, vous gagnerez gros en quelque sorte. Merci, bah, c'est très clair. C'est le message qu'on essaye de relayer, mais c'est sûr que si ça vient d'un chercheur qui a lui-même expérimenté, ça a toujours plus de poids. Sidonie, peut-être, vous avez un commentaire, un conseil à donner? Je pense que un point important, c'est le site IMI là, sur lequel je vous ai indiqué que vous pouviez avoir des informations sur les futurs topics. Je vous invite vraiment à le regarder très très régulièrement et surtout quand on s'approche de l'annonce de call, parce que moi j'ai vu pendant ces 2 années d'expérience certains calls sur lesquels les gens avaient travaillé pendant 1 an et demi
et donc ils sont annoncés dans les futurs topics. Et ceux-là, finalement, n'aboutissent pas, donc il n'y aura pas d'annonce officielle. Et alors qu'il y a à la même période, hein, des topics qui vont se créer et être écrits en 2 mois. Et ceux-là, comment dire, vont pas forcément être annoncés sur les futurs topics très à l'avance. Et donc, en fait, il faut aller se renseigner régulièrement, ne pas hésiter à contacter les points de contact avec les bureaux INI, parce que leurs représentants siègent au SGG et sont là pendant les téléconférences, et donc peuvent être au courant de ces fameux topics qui sont montés à la dernière minute et pourraient vous donner des renseignements. Donc, vraiment être très actif, très interactif avec le site. Et donc, vous rappelez que... Je vais juste prendre une question là, qui vient d'apparaître sur le chat. Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre pour influencer l'écriture des topics des calls 21 et 22 via le SGG peut-être? Alors, je vais peut-être répondre globalement à cette question en disant que là, on est vraiment sur la fin du programme. Donc, influencer ce qui est sûr, c'est que au niveau français, enfin, tous les États membres reçoivent les drafts des appels à projets. Et donc nous consultons après la communauté scientifique pour faire remonter des modifications. Donc en ce sens, on peut faire évoluer les appels à projets, mais pas les sujets en fait d'appels à projets qui vont être publiés. Et une autre information, en tout cas pour la fin de cet exercice IMI, et pour votre information, il y a un nouveau programme IMI qui s'appelle aujourd'hui IHI, Innovative Health Initiative, qui sera mis en place à partir du début d'Horizon Europe, c'est-à-dire en 2021, et qui sera une version d'IMI élargie, c'est-à-dire qu'on n'aura plus uniquement les industriels de la pharmacie, mais on aura des industriels de manière beaucoup plus large. Les medtech seront impliqués dans le consortium. Mais bon, tout ça, c'est encore en cours de discussion, mais c'est important de savoir qu'il y aura une suite à cet instrument qui se termine là à la fin d'Horizon 2020. Et peut-être que Ouais, du coup, moi j'ai peut-être une question plus large pour compléter celle de Sophie Maud pour Sidonie. Est-ce qu'il est possible d'influencer sur les topics en fait de manière générale, vu que c'est à l'initiative des industriels? Sidonie? Les associations. Ça y est, c'est reparti. J'ai vu des associations proposer des fois des calls au SGG et dans certains cas, les compagnies pharmaceutiques être intéressées par le sujet qui avait été proposé par l'association. Et dans ces cas-là, l'association en fait fera partie du consortium industriel. Après, moi, au SGG auquel j'ai assisté, je n'ai pas eu l'occasion de voir des projets remontés qui venaient d'académiques eux-mêmes. Mais, et donc, après, en ce qui concerne le timing, hein, là, on arrive vraiment, parce que toute la préparation de l'InKind dont je vous parlais, ça prend beaucoup de temps. Ce sont des scientifiques au niveau des industries aussi, donc ils savent écrire des topic textes assez rapidement. Et à partir du moment où ils sont motivés, ils vont pouvoir écrire le topic texte de façon même à la dernière minute. Par contre, quelque chose qu'il est difficile de faire à la dernière minute, c'est d'obtenir le feu vert des exécutifs et aussi le feu vert sur la quantité d'InKind qui pourra être mise sur le col. Ça, c'est compliqué de le faire à la dernière minute. Ça prend beaucoup de temps et quelle que soit la motivation des industriels, il y a une fenêtre incompressible à ce niveau-là. Et donc, c'est plus là où ça pourrait bloquer au niveau de la timeline. D'accord, donc là, par exemple, si on prend les calls 21 et 22 qui doivent être normalement officiellement lancés en juin,
Est-ce qu'on peut dire que les topics sont déjà quasi bouclés, mais que les 5-6 mois qui restent, ça va être finaliser Linkind et obtenir toutes les dernières autorisations? On n'en est pas bien. Vous Comment? vouliez savoir quelle était la marge de manœuvre sur l'école qui vont être... Là, en fait, la question, c'était en termes de timeline, combien de temps vous dites que ça prend assez, que finalement c'est assez rapide d'écrire un topic, mais que c'est beaucoup plus dur après de faire matcher Linkind et d'avoir l'aval de l'exécutif. Donc c'était pour avoir une idée en fait à peu près par rapport aux appels qui vont sortir en juin. Au final, Linkind, c'est ce qui est discuté jusqu'à la fin, ou il y a encore des discussions sur le sujet du topic, sans parler d'influencer quoi que ce soit. Le topic, hein, le topic doit correspondre à Linkind parce que ce que les industriels peuvent mettre sur la table en termes de valeur, hein, ça va correspondre au projet. Donc il y a toujours une correspondance entre le topic texte et Linkind. Mais là, pour vous donner une idée, sur les calls qui sont en train d'être finalisés parce qu'ils seront lancés en juin, les industriels se donnent là encore 2-3 semaines pour avoir le feu vert officiel et la valeur de Linkind qu'ils vont mettre. Et pour les discussions qui sont arrivées tardivement, ils savent que ça va être juste. Mais là, vous voyez, dans les 2-3 semaines qui viennent, il faut qu'ils aient cette information pour l'école qui seront ouverts en juin. D'accord, merci. On a une autre question de Muriel Priot. Donc, est-ce que certains sujets ciblés par les appels à projets reviennent régulièrement? Si le timing est trop serré pour assembler un consortium là, pour ces appels-là du 21 avril, le topic 6 m'intéresse, mais j'ai l'impression de m'y prendre trop tard. Alors, c'est peu probable qu'un même sujet revienne pour le prochain appel, parce qu'une fois que le topic est lancé, bon, bah, il va y avoir un consortium et ils vont travailler dessus pour les 3, 4, 5 prochaines années, je dirais. Du coup, je ne sais pas si comment ça répond à la question. Mais en tout cas, même si effectivement c'est un peu tard, enfin, vous pouvez toujours essayer d'identifier un consortium en cours de montage pour vous insérer dans un consortium qui aurait besoin euh, de, de votre expertise. Ça, c'est toujours possible. De mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que là, je pense qu'effectivement, la personne peut essayer d'identifier un consortium qui est en train de se monter, que ça, c'est pas trop tard. Après, sur les topics, ils n'ont pas tendance à revenir parce que, comme l'indiquait le professeur Renard, comme le consortium industriel veut arriver à quelque chose de concret pendant la durée de vie du projet, c'est généralement pas quelque chose qui va se répéter après. Par contre, ce que j'ai vu arriver des fois, c'est qu'un projet a eu beaucoup de succès et a réussi à créer ce qu'il devait créer, et que du coup, ça a ouvert d'autres applications, d'autres questions, et que du coup, la suite du projet est créée dans un autre call plus tard, à la fin de vie du premier projet. Mais dans ces cas-là, on parle d'attendre la fin de ce projet Très bien, pour en merci. voir un autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Sinon, pour ma part, j'ai pas d'autres questions. Virginie non plus. Donc oui, il est encore temps pour vous de faire un dernier commentaire. Sinon, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps, Monsieur Renard et Madame Laverne, de témoigner dans ce webinaire. Et j'espère que ça aura été utile pour les participants. Et on mettra les slides à disposition de tout le monde. Donc je vais clore si j'ai pas d'autres questions.
pas d'autres questions. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Au revoir, merci.